Voilà, donc on va commencer, il est 6. Je vais admettre Mireille, partager le PowerPoint. Bonjour Mireille. Voilà, on va commencer. Donc, bonsoir à toutes. Nous sommes à la 23e masterclass et je vous remercie pour votre présence. Je pense que à peu près toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui me connaissent et savent que je suis praticienne en Feng Shui, que j'ai en fait découvert le Feng Shui en 1998, en 1998, et que j'ai débuté ma formation aux alentours de 98 et que j'ai terminé en 2001, mais que j'ai continué à me former en Vastu Shastra, en psychogénéalogie, en homéopathie chamanique, en EFT, en Reiki, en lettres hébraïques, en PNL, en énéagramme, en logosynthèse, et je pense que j'en oublie beaucoup. Donc, pensez aussi à visiter ma chaîne YouTube et ça me ferait grand plaisir que vous likiez ma page Michel Gossens sur Facebook. Je ne suis pratiquement jamais sur Instagram. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, je ne suis pas encore bien habituée avec la manipulation d'Instagram. Et donc, je suis pratiquement toujours sur Facebook ou alors je tourne des vidéos et je les mets sur YouTube. Donc, le thème de la vidéo, de la masterclass plutôt d'aujourd'hui, ce sera comment devenir divinement belle en calculant votre nombre d'or. Donc, dans la masterclass de ce soir, vous allez apprendre à calculer votre nombre d'or, à découvrir les 3 niveaux vibratoires de votre corps, parce que tout comme dans notre maison, il existe 3 niveaux vibratoires que je vais vous faire découvrir. Puis, vous allez en savoir un peu plus sur votre morphologie et pourquoi vous avez cette morphologie et pourquoi j'ai la mienne. Parce que quand on observe les personnes, on voit que tout le monde est différent et que personne n'est identique. Et que, faut découvrir pourquoi nous ne sommes pas issus tous du même moule. Et puis, dans la deuxième partie de la masterclass, je répondrai à des questions Feng Shui qui m'ont été posées. Donc, qu'est-ce que le nombre d'or? Est-ce que vous connaissez? Et je vais encore le dire une nouvelle fois, je vous incite à participer. N'hésitez pas, si vous avez une question à poser, intervenez. Si vous avez une remarque à faire, c'est bien volontiers que je l'entendrai parce que moi, je connais le sujet, je pars sur mon idée, mais peut-être que vous ne recevez pas les informations telles que je les donne parce que moi, j'ai l'habitude et que peut-être que on ne les comprend pas, donc je suis ouverte à toutes les remarques. Donc, certains connaissent certainement certaines le nombre d'or, d'autres peut-être pas. J'ai appris récemment que les personnes qui faisaient de la couture apprenaient, on leur parlait du nombre d'or. Donc, pour leur morphologie, quand elles coupaient des vêtements. Donc, qu'est-ce que c'est que le nombre d'or? En fait, c'est une divine proportion qui se retrouve dans tous les règnes du vivant. Donc, aussi bien dans le monde animal que minéral, qu'humain, mais aussi dans les arts et en architecture. Et donc, ce nombre définit en fait une harmonie sur la proportion et la symétrie. Parce qu'on dit nombre d'or, mais en fait, c'est une proportion qui correspond environ à 1,66, enfin 600 et plein de décimales. Donc, en fait, c'est une sorte de beauté qui est chiffrée. Et quand on observe la nature, eh bien, on voit que la nature utilise cette règle depuis
toujours. Si vous prenez une feuille d'arbre par exemple, et que vous divisez la longueur de la feuille par sa largeur, eh bien, vous obtenez le chiffre du nombre d'or. Et donc, cette divine proportion, elle a connu un grand essor dans l'art après sa diffusion par, en fait, Léonard de Vinci. C'est pas lui qui l'a découvert, il y avait déjà Pythagore bien avant lui qui avait découvert cette divine proportion, mais Léonard de Vinci a dessiné l'homme de Vitruve, donc qui respecte exactement à la perfection les proportions du nombre d'or. Donc, comme je vous le disais il y a 2 minutes, ce nombre, c'est un nombre irrationnel et son écriture décimale est infinie. Donc, c'est 1 618 033 988 749 et voilà, c'est infini. Ça ne s'arrête pas. Et donc, la véritable beauté, eh bien, elle ne varie pas en fonction des modes, mais dans la recherche d'un équilibre, de cohérence esthétique, d'arrangement en matière de proportion et de forme. Donc la véritable beauté, c'est l'expression originelle de la nature. Donc ce que vous trouvez beau dans la nature, par exemple dans la nature, hein, dans un coucher de soleil, dans une forêt, dans la musique de Mozart, eh bien ce sont les règles originelles, que la nature y a mises en place. Donc, une harmonie. Et cette harmonie se retrouve dans la peinture, dans l'architecture, dans la sculpture de certains. Et c'est quand on voit en fait la Joconde, hein, quand on regarde la Joconde, eh bien, on se demande pourquoi cette peinture est autant admirée. Est-ce que vous êtes posé la question pourquoi cette peinture qui n'est pas très très grande, eh bien, ce musée est aussi visité pour admirer cette Joconde. Alors, la pyramide de Khéops a été construite aussi suivant le principe du nombre d'or. Donc déjà, les Égyptiens, ce sont les Égyptiens qui ont construit les pyramides, eh bien, utilisaient en fait le nombre d'or. Le Corbusier l'a utilisé aussi dans l'architecture. Donc, ce que vous trouvez beau dans ces chefs-d'œuvre, eh bien, c'est parce qu'il y a l'harmonie qui y règne. Et cette harmonie, en fait, on la retrouve également dans notre corps. Et donc, on dit que la perfection de ce rapport déclenche en nous une sensation inconsciente d'harmonie dans la mesure où nous avons en nous, consciemment ou inconsciemment, cette mathématique dans la nature. Donc, si on observe notre corps, en fait, et si vous prenez votre hauteur totale, je vous donnerai un petit tableau tantôt. Je l'ai mis sur mon site internet, donc vous aurez un lien. Je mettrai dans le chat et comme ça vous pourrez. Je vais vous expliquer comment calculer, mais ici je suis plus à la théorie qu'à la pratique. Donc, si on divise la hauteur totale du corps humain par la hauteur de ses pieds au nombril, eh bien, on obtient cette divine proportion. Si on divise la distance entre les extrémités des doigts et le coude par la distance du poignet au coude, on obtient de nouveau la divine proportion. Si on divise la distance entre la ligne des épaules et le sommet de la tête par la longueur de la tête, on obtient de nouveau cette divine proportion. Si on divise la distance du nombril au sommet de la tête par la distance de la ligne de l'épaule au sommet de la tête, on obtient de nouveau la divine proportion, donc le nombre d'or. Et si on divise la distance du nombril
au genou, par la distance du genou à la plante des pieds, de nouveau, on retrouve le nombre d'or. Donc, ce nombre d'or est inscrit dans notre corps. Mais il est inscrit dans notre corps, mais également dans notre visage. Donc, la tête s'inscrit dans un rectangle d'or. Et lorsqu'on regarde ces deux personnalités, ces deux acteurs, donc Gérard Depardieu, qui a changé maintenant, et Marilyn Monroe, eh bien, on voit que eux, leur visage respectait à la perfection le nombre d'or. Et donc, si on divise la distance des lèvres à l'endroit où se croisent les sourcils par la longueur du nez, de nouveau, on retrouve la divine proportion. Si on divise la longueur du visage par la largeur du visage, on retrouve la divine proportion. Si on divise la longueur de la bouche par la largeur du nez, divine proportion. La largeur du nez par la distance entre les narines, de nouveau, on retrouve le nombre d'or. Et la distance entre les pupilles par la distance entre les sourcils, eh bien, de nouveau, on a le nombre d'or. Et vous voyez, chaque fois ici, vous voyez que dans ce rectangle d'or, vous retrouvez tous des petits rectangles d'or. D'ailleurs, le nombre d'or a tellement d'importance que certains chirurgiens esthétiques, en fait, comme Stephen Marquardt en Californie, considèrent que le visage est parfait quand il suit les proportions du nombre d'or. Et donc, il utilise un masque comme celui qui est ici sur l'image à gauche pour refaire les visages. Alors, même dans certaines recherches, donc il y a eu des recherches qui ont été menées de 85 à 87, un physicien américain et un médecin ont révélé l'existence du nombre d'or dans la structure du poumon. Donc, même dans nos organes, dans nos os, on retrouve toujours cette divine proportion et c'est exactement la même chose chez l'animal donc, et chez le végétal. Donc, en fait, lorsque Léonard de Vinci a créé, si je puis dire, l'homme de Vitruve, eh bien, il a remarqué que l'homme s'inscrit dans un cercle quand il lève les bras et qu'il a les jambes écartées, et qu'il s'inscrit dans un carré quand il tient les jambes serrées et qu'il a les bras à l'horizontale. Donc, selon la formule de Pythagore, la nature aurait conçu le corps humain en fonction du nombre d'or. Mais, parce qu'il y a un mais, on se demande pourquoi les dimensions d'un être humain ont évolué. On remarque maintenant qu'en un siècle, le français moyen a gagné 11 centimètres. Donc, ce qui signifie en fait que l'être humain est en train de s'écarter de cette divine proportion, malheureusement. Alors, pour mieux vous expliquer, eh bien, j'ai pris mon exemple. Parce que moi, j'utilise le nombre d'or maintenant au moins depuis 10 ou 15 ans et je vous expliquerai par après comment je l'utilise dans mon corps. Parce que, en fait, je ne corresponds pas aux divines proportions. Donc, physiquement, bien sûr, je n'ai pas, et je ne suis pas contre la chirurgie esthétique, mais je ne tiens pas à le faire pour moi. Je n'ai ni rallongé mes jambes, ni rétréci mes bras, mais il y a des moyens par, entre guillemets, des illusions d'optique de rétablir cette divine proportion. Et je vous expliquerai pourquoi il est important de la rétablir. Donc, si je prends mon exemple, moi, je mesure 1,64 m. Par facilité, je n'ajoute pas toutes les décimales du nombre d'or. Donc, je tiens compte de 1,6. Hein. Donc,
comme je fais 1,64 m, si de hauteur totale, je devrais, de la hauteur de mon nombril au bas des pieds, je devrais mesurer 1,2 m. Et donc, lorsqu'on me mesure, je ne fais que 97 cm, donc 97 cm. Donc, il me manque 5 cm de jambes. Donc, moi, c'est au niveau des jambes que je perds des centimètres. Si je divise par 1,6 la taille de mes jambes, je devrais obtenir 64 cm pour la distance de mon nombril au genou. Or, j'ai 60 cm. Donc, en fait, les 5 cm qui me manquent se situent dans le bas du corps. Et principalement, si vous voulez, au niveau de mes cuisses, puisqu'il me manque 4 cm au niveau de mes cuisses, et sur le bas de mes jambes, eh bien là, il me manque que 1 cm, puisque la totalité, c'est 5 cm. Par contre, si je divise mon 1,65 m, enfin mon résultat, mes 60 cm que j'ai obtenus par 1,6, j'obtiens la dimension idéale de mon buste, et là, il doit faire 40 cm. Et mon buste fait 40 cm. Donc, ce qui se passe, c'est que le buste est OK, ça se passe au niveau des jambes. Et si je divise la hauteur de mon buste par 1,6, j'obtiens la dimension idéale de ma tête qui serait de 25 cm. Et là, la dimension est de 24 cm. Donc là, la différence est minime. Donc, mes proportions ne sont pas tout à fait le nombre d'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans notre corps, on sait que nous sommes tous animés d'une énergie et que l'énergie circule. Et l'énergie, quand elle circule, eh bien, elle s'est chargée d'informations. Et ces informations ont modelé mon corps et le vôtre. Donc, dès la conception, donc dès qu'il y a la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, eh bien, et qu'il y a fécondation, l'énergie commence à circuler. L'être humain est créé et l'énergie circule. Et donc, avec les informations de ce spermatozoïde qui a rencontré l'ovule, ils étaient tous les deux chargés d'informations des parents, des grands-parents, des ancêtres. Et donc, avec ces informations, le corps du bébé, en fait, se forme, suivant, en fait, les informations qui circulent. Et ces informations ne vont pas rester uniquement les informations de l'ovule et du spermatozoïde, c'est que le bébé qui va se développer dans le corps de la maman, eh bien, va vivre certaines émotions au travers de sa maman. On sait que très jeune, le bébé, le fœtus, entend déjà des bruits, ressent déjà des émotions, s'il y a un choc, donc toute cette énergie qui circule se charge de toutes ces informations qui font que le corps se forme suivant toutes les informations qui viennent à jour. Et donc, ces émotions qui apparaissent sont dues en fait à des blessures que nous vivons. Et donc, notre corps, en fait, se transforme à peu près jusqu'à l'âge jusqu'à l'adolescence. Et tout au long de ce développement, eh bien, les informations arrivent et le corps se modèle. Après, arrivé à l'âge adulte, eh bien, le corps ne se transformera plus autant que de 0, je vais dire, à 13, 14, 15, 16 ans, où là, il y a encore possibilité de transformation, puisque le corps se transforme, le squelette, les organes, la peau, tout se développe suivant les informations que l'énergie véhicule. Donc, parfois, tout comme dans notre maison, l'énergie circule d'une manière harmonieuse,
mais parfois, ça peut créer des blocages d'énergie ou une énergie trop rapide. Donc, vous savez que nous sommes tous porteurs de 7 chakras principaux, hein, et que ces 7 chakras qui sont nos centres d'énergie font véhiculer en fait cette énergie. Et parfois, eh bien, suivant une émotion qui est ressentie ou une blessure qui s'active, eh bien, ça crée soit des blocages, soit une circulation trop rapide. Et c'est de cette façon que notre corps se forme. Donc, ce qui veut dire que de 0 à environ 15 ans, disons, eh bien, notre corps peut se transformer. Si les parents sont conscients de ce qui se passe, bon, on sait que les parents font de leur mieux et que personne n'est parfait, mais s'ils sont vigilants, eh bien, l'enfant pourra se développer d'une manière harmonieuse. Si l'enfant vit des traumatismes, eh bien, à ce moment-là, l'énergie circulera moins bien et va créer des blocages. Donc, oui, vous voyez, cette énergie qui circule, donc vous avez ici différentes images, représentations. Vous voyez qu'ici, ben, on va voir que dans le bas du corps, ici, dans la représentation de gauche, ben, l'énergie est complètement bloquée et sur le dessus du corps, elle circule beaucoup plus. Vous voyez que dans la deuxième représentation, ben, l'énergie circule différemment. Vous voyez que dans toutes les images, toute l'énergie circule différemment. Et que dans la dernière image, eh bien, là, l'énergie est pratiquement bloquée. Donc, ben, mon corps s'est formé de la même façon. Et donc, il s'est passé quelque chose qui a fait que, au lieu que le bas de mon corps s'harmonise avec le nombre d'heures, eh bien, il y a certainement eu un blocage à un certain moment qui a fait que j'ai certainement manqué d'ancrage et que cette partie-là s'est moins bien développée. Donc, notre corps, donc je vous ai dit que notre corps, donc toute l'énergie circule dans notre corps. Donc notre corps est animé d'une énergie. Cette énergie, en fait, elle provient de différents endroits, donc elle vient de la Terre. Nous puisons en fait l'énergie de la Terre, que l'on appelle l'énergie tellurique. Et donc, elle pénètre au maximum par les points des méridiens qui sont sous la plante du pied, donc le point du rein, et elle pénètre dans notre corps par ces méridiens, où on les appelle aussi nadis, ça dépend si on travaille avec la médecine chinoise ou la médecine indienne. Et puis, il y a un autre type d'énergie qui est l'énergie cosmique, donc qui vient du ciel et qui pénètre en fait par notre chakra coronal et qui descend et circule dans tout notre corps. L'énergie tellurique remonte et à un certain niveau, ici, dans notre buste, ces deux types d'énergie se mélangent. Donc, l'énergie qui vient de la Terre est une énergie yin, l'énergie, donc terre-mer, et l'énergie du ciel est une énergie yang, donc ciel-père, pour se mélanger ici et produire une énergie yin et yang, qui est une énergie humaine. Donc, ce qui explique que nous possédons en fait 3 niveaux vibratoires. Un niveau un niveau terre qui part des pieds jusque, en fait, à peu près au niveau des hanches ou du nombril. Donc, ce niveau terre dans notre corps comprend le premier et le deuxième chakra. Donc, vous voyez, pour moi,
ça s'est situé certainement un souci au niveau du premier ou du deuxième chakra. Et puis nous avons le deuxième niveau qui est en fait le niveau humain qui part du nombril en fait jusqu'à l'épaule, à peu près ici. Et donc qui lui, ce niveau humain comprend 3 chakras. Donc le troisième chakra, donc le plexus solaire, le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Et nous possédons en fait un niveau ciel qui comprend 2 chakras, donc le troisième œil et le chakra coronal. Donc notre corps se subdivise en 3 niveaux vibratoires que l'on retrouve aussi en Feng Shui dans notre maison. Il est intéressant quand on compare sa maison avec notre corps de voir justement ce qui se passe aux différents niveaux vibratoires de notre maison, puisque notre maison est le miroir de ce que nous vivons. Nous avons projeté notre énergie dans notre maison et donc nous avons projeté l'énergie qui circule en nous. Donc, lorsque nous arrivons à l'âge adulte, notre squelette, il est formé parce que nous avons vécu. Le squelette, c'est quelque chose qui est dense, qui est lourd et donc qui ne pourra plus être changé. Donc, suivant les blessures, les freins, les croyances que nous avons activées jusqu'à l'âge adulte, notre squelette s'est modelé. Donc, arrivé à l'âge adulte, la mauvaise nouvelle, c'est que notre squelette qui est dense va plus se modifier. Et que donc la blessure principale que nous avons activée, a formé notre squelette. Bien heureusement, il y a une bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas uniquement qu'un squelette, nous avons également de l'eau dans notre corps, des muscles, de la graisse. Et donc, ces matières, elles sont fluides. Et ces matières, elles peuvent se réduire ou augmenter. Et donc, bien souvent, c'est ce qui entoure notre squelette. Et donc, ce qui fait que notre squelette a été formé par notre blessure principale, mais que d'autres blessures, en fait, nous sommes tous porteurs de 5 blessures, que je vais développer un peu plus loin. Et donc, ces 5 blessures, moi, je les représente, j'aime bien les représenter, nous ne sommes pas les blessures. En fait, ce sont des blessures qui gravitent autour de nous. Et chaque fois que nous vivons une émotion, un ressenti, nous activons une blessure ou des blessures. Et c'est ces blessures que nous activons qui transforment notre corps, qui parfois le font se développer ou quelquefois se font se rétracter. Donc, c'est ce qui explique que nous prenons parfois du poids ou que quelquefois nous nous allégeons. Donc, suivre un régime, c'est bien, mais si vous activez vos blessures et si vous n'en prenez pas conscience, tôt ou tard, ces blessures vont ressurgir et vont remodeler de nouveau votre corps. Donc, l'activation d'une ou plusieurs blessures se fait lorsque, par exemple, vous vous rappelez un souvenir et à ce moment-là, vous ressentez une émotion. Ou alors, vous rencontrez une personne qui vous rappelle quelque chose. Peut-être que c'est même pas une personne que vous connaissez, mais les traits physiques de cette personne vous font ressentir une émotion. Parfois, on dit, cette personne-là, je ne la connaissais pas personnellement, mais je ne peux pas la sentir. Vous voyez? Ou bien c'est une date anniversaire qui déclenche consciemment ou inconsciemment le souvenir d'une personne
de ce qui s'est passé ou bien une problématique qui n'a pas été réglée dans sa lignée familiale. Parce que dans une précédente masterclass, je vous avais expliqué que parfois on ne vit pas sa propre vie, mais qu'un de nos ancêtres qui pense ne pas avoir terminé ce qu'il avait à faire, eh bien, on s'est senti responsable de sa vie et au lieu de vivre notre propre vie, nous prenons sa place. Et donc, nous prenons sa place, mais nous prenons aussi ses émotions, ses croyances, ses freins et nous activons parfois ses blessures. Alors, ça peut être aussi lorsqu'on réintègre une mémoire karmique. Donc, une mémoire d'autres vies que nous avons vécues et une mission que, entre guillemets, nous n'aurions pas terminée. Donc, ces informations qui circulent au travers de l'énergie dans notre corps, eh bien, peuvent opérer, par exemple, par une prise de poids, par une perte de poids, ou parce que vous savez que quand certaines personnes prennent du poids, tout le monde ne prend pas le poids au même endroit. Donc, ce sera à certains niveaux du corps. Donc, ce qui est dû justement au blocage ou à l'accélération de l'énergie dans un ou des chakras ou dans les méridiens. Donc, à certains endroits, par exemple, moi, je remarque que si je prends du poids, eh bien, je vais plutôt le prendre au niveau des hanches. Donc, en fait, ce qui fait que le blocage, vous voyez, je vous ai déjà dit, dès ma naissance, ça a été au niveau des premiers et deuxième chakras. Eh bien, si je réactive la même blessure que j'ai activée au départ, eh bien, c'est au niveau des hanches que je vais prendre, que je vais m'envelopper, en fait. Donc, voyons un petit peu ces différentes blessures. Donc, nous avons tout d'abord la blessure de rejet. Donc, quand on active, hein, j'insiste bien, nous ne sommes pas les blessures, nous les activons à certains moments. Eh bien, on porte en fait le masque du fuyant. Moi, j'aime bien dire aussi la cuirasse, parce qu'un masque, ce n'est que sur le visage, qu'une cuirasse, c'est vraiment ce qui enveloppe tout notre corps. Et donc, cette cuirasse du fuyant, en fait, elle naît de la peur d'être rejeté ou de ne pas savoir trouver sa place dans un environnement que nous jugeons hostile. Donc, elle est associée à une stratégie de fuite et d'évitement. Et elle crée ou recrée l'impossibilité de trouver sa place. Donc, dès qu'on active cette blessure, on ferme en fait le deuxième chakra. Et on fuit en fait dans le mental ou dans l'astral. Donc, on s'éparpille dans ses idées. Donc, qu'est-ce que notre corps a envie de faire? Eh bien, il a envie de retrouver son ancrage. Et donc, pour retrouver son ancrage, qu'est-ce qu'il fait? Il se développe au niveau du premier niveau, du niveau terre. Donc, cette blessure de rejet, on peut la trouver au niveau de notre corps quand on voit certaines personnes, parfois leur corps semble inhabité, ou sont des personnes qui manquent d'ancrage. Alors, celui qui active le masque du fuyant prend aussi dans la partie physique, dans les vêtements qu'il porte, des vêtements qui correspondent en fait à la blessure qu'il active. Donc c'est vraiment, enfin moi je trouve ça amusant parce que j'adore l'observation et que en fait notre corps nous le dissimulons par des vêtements, par des couleurs, par un style et donc quand on active en fait la blessure de rejet, on veut fuir. Donc, on veut disparaître. Donc, on va choisir des couleurs, des vêtements qui nous font, en fait, disparaître pour qu'on devienne
invisible. Est-ce que ça va jusqu'ici? C'est clair pour vous? Alors, passons à la seconde blessure, qui est la blessure d'abandon, et où on porte la cuirasse du dépendant. Donc, cette blessure, elle naît et elle s'active quand on a peur d'être abandonné. Donc, elle entraîne de l'attachement, de la codépendance, de la dépendance vis-à-vis d'autrui, et en fait, elle empêche de se sentir rempli de soi et capable d'autonomie. On se sent incapable d'autonomie. Quand on active la blessure d'abandon, en fait, on ferme le troisième chakra, donc le chakra du plexus solaire. Et donc, de nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a besoin de s'ancrer parce que on bloque en fait, si on ferme le troisième chakra, on bloque, bien sûr, on ne le ferme pas tout à fait, hein, il y a toujours un peu d'énergie, mais on empêche l'énergie d'arriver au niveau du chakra du cœur. Et donc, on va rechercher de nouveau cet ancrage. Donc, la personne qui endosse la cuirasse du dépendant, elle va s'habiller avec des vêtements amples pour se donner un air avachi. Donc, parce que, en fait, c'est mon beau-fils qui a dessiné, qui a fait cette petite représentation des corps. Eh bien, en fait, la blessure d'abandon se représente souvent, la personne se tient avec les épaules en avant et légèrement bossue. Enfin, bossue, un peu, oui, courbée, je vais dire. Et donc, le fait de mettre des vêtements amples va encore donner cette impression d'avoir l'air avachi. Puis, la troisième blessure, c'est la blessure d'humiliation. Là, on porte la cuirasse du masochiste. Cette blessure s'active quand on a peur d'être humilié et contraint de faire ce que l'on ne désire pas. Donc, elle est vraiment associée à une stratégie de fermeture et de repli sur soi qui, très rapidement, expose au risque d'être humilié, puisque on attire toujours ce qu'on ressent. Donc, on ne veut pas montrer aux autres nos limites, on ne se laisse pas, on ne se fait pas respecter. Et donc, quand on active cette blessure d'humiliation, on ferme le cinquième chakra. Et donc, le masochiste, lui, porte des vêtements qui le désavantagent parce que, comme, entre guillemets, il se fait humilier, eh bien, il porte des vêtements qui vont encore lui donner une impression que, il ne prend pas soin de lui. Et donc, c'est quelqu'un qui se salit aussi facilement, qui fait beaucoup de tâches. C'est quelqu'un aussi parce que les blessures, quand elles s'activent, on peut l'entendre aussi dans les expressions, dans la façon dont on parle. Et c'est quelqu'un qui va toujours s'excuser. Au moindre petit souci, et même pas, il va frôler quelqu'un. Excusez-moi. Il va passer, excusez-moi, il est en train de vivre et d'activer cette blessure d'humiliation. La blessure de trahison, donc c'est la quatrième blessure, là on porte la cuirasse du contrôlant. Elle naît de la peur d'être contrarié dans sa volonté de toute puissance. On a peur d'être, en général on a vécu entre 0 et 7 ans, une trahison, où on a ressenti ça comme une trahison, et donc on a peur en fait de perdre le contrôle, et donc on active justement cette cuirasse du contrôlant. Donc, elle favorise l'élaboration d'une stratégie de contrôle. Ça peut être, c'est pas toujours le cas, hein, mais par la séduction ou par l'agression. Et donc,
ça finit toujours par provoquer, en fait, quand on met dans l'énergie ce masque du contrôlant, eh bien, le retour se fait et on a peur, en fait, de perdre le contrôle et on va se trouver vis-à-vis des personnes qui vont tout faire, en fait, pour nous faire perdre le contrôle. Donc, les autres vont essayer et on va arriver dans un conflit pour le pouvoir. Et donc, à ce moment-là, quand on active cette blessure, on ferme en fait le 4e chakra, qui est le chakra du cœur, en fait. Et donc, dans la façon de s'habiller, ici je résume en gros, hein, parce que il y aurait beaucoup plus à dire sur les blessures, mais le contrôlant, lui, va plutôt soit porter des vêtements noirs. Pourquoi? Parce que le noir va donner un air sévère et donc va essayer d'avoir de l'autorité en fait sur les autres. Alors, la 5e et dernière blessure, qui est la blessure d'injustice, est là où on porte la cuirasse du rigide. Que lorsqu'on active la blessure d'injustice, en fait, c'est elle est née de la peur de ne pas être accepté tel que l'on est, de ne pas être parfait et de ne pas pouvoir être spontané et authentique. Donc, elle est associée à une stratégie de répression émotionnelle dans un corps qui est complètement rigidifié par des tensions, des crispations et qui empêche, bien sûr, malheureusement, toute spontanéité et toute authenticité. Et donc, je vais encore en dire un peu sur moi maintenant. En fait, ma blessure principale que j'ai activée dans l'enfance, en fait, c'est cette fameuse blessure d'injustice. Je le dis toujours, mes parents, inconsciemment et dans le but de bien faire, hein, parce que j'adore mes parents, ils ont été des parents merveilleux, ils ont fait de leur mieux et j'ai encore de la chance d'avoir ma maman, mais même par le prénom qu'ils m'ont donné, en fait, ils m'ont donné l'autorisation, je vais dire, d'activer la blessure du rigide. Puisque, en fait, ils m'ont appelé Michel, et Michel en hébreu, ça veut dire qui est comme Dieu. Et toute mon enfance, j'ai dû être parfaite. J'étais l'aînée, je devais montrer le bon exemple, je devais être parfaite. Et encore maintenant, bon, bien souvent, je dois toujours être parfaite dans tout ce que je fais. Et donc, parfois, c'est un peu dur. Heureusement qu'avec l'âge, cette blessure se désactive relativement souvent et que j'ai moi parce que j'avais un corps très très rigide aussi. Donc c'est pour ça que je fais du sport, que j'essaie de faire de la danse, beaucoup de choses pour justement dénouer ce corps qui, dès que j'active cette blessure, en fait rigidifie. Et donc bien souvent, celui qui adopte et qui endosse la cuirasse du rigide, eh bien, il porte des vêtements resserrés à la taille, des matières très comme du lin, des choses qui sont des matières, des tissus épais. Il marque toujours bien, il porte une ceinture pour bien marquer sa taille. Et alors, il peut s'habiller soit d'une manière sexy, ce qui n'est pas mon cas, ou d'une manière toujours impeccable. Donc, toujours lié, en fait, à la perfection. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire à propos des 5 blessures. Donc, l'une n'est pas meilleure que l'autre. Chacun, on a activé une blessure principale et puis au cours de notre vie, on active ou on désactive nos blessures secondaires. L'important, en fait, c'est de retrouver un alignement avec les 3 niveaux vibratoires parce que vous avez remarqué que lorsqu'on active une blessure,
une ou l'autre blessure. À un certain moment, on bloque un chakra ou on bloque un autre chakra. Et donc, l'idéal, c'est que l'énergie circule harmonieusement dans notre corps. Tout d'abord, c'est de commencer à apprendre à bien se connaître. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a des blessures qui vont plutôt faire s'envelopper, donc prendre du poids. Et puis, il y a des blessures qui, au contraire, vont nous faire lâcher du poids. Alors, c'est pas parce qu'on lâche du poids qu'on sera mieux. Justement, c'est retrouver cette harmonie et trouver notre poids idéal, en fait. Parce que, et ça se voit dans le cours de Morpho-Relooking, notre squelette s'est formé et donc nous avons une certaine ossature et qui fera que certains ne pourront jamais peser 40 kilos, hein, et que d'autres ne pourront jamais peser 80 kilos parce que justement leur blessure primaire va entre guillemets les empêcher d'activer trop de graisse en fait. Dans un premier temps, comme je disais, c'est de prendre conscience en fait de ces blessures et de dire bon, ok, je t'entends bien, blessure, tu es là en train de t'activer, ok, mais ce n'est pas moi ça, moi je suis quelqu'un de parfait dans mon imperfection. Et donc je peux décider de soit marcher dans la blessure, mais ça ne me convient pas et je ne me sens pas bien, soit dire stop, j'en prends conscience. Et puis après, dans un deuxième temps, c'est de rétablir en fait l'harmonie avec le Morpho-Relooking. Donc, c'est d'apprendre à faire recirculer l'énergie parce qu'il y a des blocages qui sont importants puisqu'on les a mis en place dès notre conception. Donc, c'est important, il y a des choses qu'il va falloir transformer et il va falloir aller plus loin. Donc, on va faire recirculer l'énergie. Bien sûr, il y a une chose, c'est que nos vêtements, c'est ce qu'on voit de nous directement et c'est quelque chose qui est facile à transformer. Donc, les couleurs, les vêtements, les matières que l'on porte, les accessoires, notre maquillage, notre coiffure, notre parfum. Mais ça va être aussi aller plus loin et de faire un travail personnel, et c'est le cas du cours de l'atelier de Morpho-Relooking, un travail personnel sur l'émotionnel et également sur le mental. Quand on travaille sur les trois niveaux, physique, émotionnel et mental, on rétablit en fait cette harmonie. Ne travailler que sur le physique n'est pas suffisant. Ne travailler que sur l'émotionnel, ce n'est pas suffisant non plus, ni sur le mental. Il faut en fait travailler sur les trois plans pour rétablir l'équilibre. Et alors l'idéal après, c'est une deuxième marche, c'est d'aller voir ce qui se passe dans notre maison pour découvrir les infos, parce que quelquefois sur soi, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Et quand on travaille sur sa maison, en fait, moi, je dis, on a un peu de recul. Ça nous permet d'avoir un peu de recul avec notre maison et d'encore avoir de nouvelles informations. Et puis, on peut utiliser, il y a plein de techniques, hein. Moi, j'utilise l'EFT qui désactive en fait tout ce qui est émotionnel. On peut travailler avec les huiles essentielles parce qu'elles ont le pouvoir de transmuter l'énergie des 5 blessures, mais on peut travailler aussi avec du Qigong, du yoga. Toutes les thérapies ont ce but-là de rétablir l'harmonie. Chacun va avoir des préférences, chacun a son parcours, mais on va tous vers le même but. Je vous ai préparé le petit tableau et je vais vous mettre dans le chat le lien. Si vous n'arrivez pas à le copier, vous m'envoyez un message et je vous l'envoie. Vous allez avoir le tableau, ce sera beaucoup plus facile pour vous et donc vous allez pouvoir calculer votre divide proportion. Pour bien faire, que vous ayez l'aide d'une autre personne, parce que c'est difficile de se mesurer soi-même.
L'idéal, c'est d'avoir un mètre ruban de couturière. Hein. Moi, en général, dans l'atelier, ce qu'on fait, c'est qu'on se met contre un mur et qu'on repère sur le mur en fait, notre hauteur totale. Donc, on mesure cette hauteur. Donc, attention, comme la divine proportion, c'est une proportion, toutes les dimensions sont idéales. Donc, que vous mesuriez 1,45 m ou 2,5 m, votre dimension, elle est idéale. Ce qui va faire, c'est qu'après, il faut que ça se répercute sur les différents niveaux vibratoires. Donc, vous allez prendre votre taille, vous allez la reporter ici au niveau de la deuxième colonne du tableau, tout en haut. Donc, vous allez mettre en centimètres, par exemple, moi je fais 1,65 m, 165 cm. Donc, vous prenez votre dimension hauteur totale, puis vous prenez votre dimension des pieds au nombril, puis vous prenez votre distance du nombril au genou, donc vous prenez l'intérieur du genou à la pliure, hein. Puis vous prenez la distance de l'épaule, ici l'épaule, au nombril, et puis vous prenez la hauteur de votre tête. Pour la troisième colonne, là, vous n'utilisez que la première dimension. Donc, mettons, moi je fais 165 cm, vous mettez les 165 cm ici, donc votre hauteur totale, vous divisez par 1,6. Vous obtenez un chiffre. Ce chiffre, vous le reprenez. Donc, vous ne vous occupez pas de la deuxième colonne. Vous reprenez ce chiffre, vous divisez par 1,6, vous obtenez un autre nombre. Vous reprenez ce nombre, vous le divisez par 1,6, vous obtenez encore un autre nombre. Et de nouveau, ce nombre par 1,6. Et puis, ce que vous avez ici, la résultante, vous la comparez à votre deuxième colonne. Et c'est là où vous allez voir si ça se situe au niveau du premier niveau du corps, deuxième niveau, donc niveau main, ou niveau ciel. Donc ça, c'est simplement pour information et vous allez pouvoir découvrir quelle blessure principale vous avez mis en place. Mais comme je vous ai dit, c'est pour information, c'est bien parce que c'est une blessure qu'on aura tendance à plus vite activer. Donc, ça nous prend conscience que cette blessure, elle est importante de la désactiver. Et peut-être que certains ne l'ont jamais désactivée depuis qu'ils l'ont mise en place. Donc, c'est intéressant de le savoir. Mais c'est après de travailler sur les 5 blessures. Parce que parfois, certains disent qu'on ne peut être porteur que 4 des 5 blessures. Moi, j'ai remarqué que je pensais n'être porteuse que de 4 et en fait, je suis porteuse des 5 blessures. Et donc, je pense que tous, on peut activer une des 5 blessures. Donc, ça, c'est à titre d'information. Et alors, je vous ai préparé un petit cadeau. En fait, c'est un tapping QFT parce que la prise de conscience, c'est bien. C'est bien d'être informé. Mais parfois, les blessures sont tellement ancrées et activées qu'il faut aller plus loin dans l'information que l'information. Parfois, pour certains, ça va se désactiver directement. Pour d'autres, il faudra aller plus loin. Et donc là, il faudra s'aider de certaines techniques. Ici, je vous ai préparé un tapping QFT. Je vais le mettre aussi dans le chat qui vous permet en fait de faire ce travail pendant, par exemple, quelques jours. Vous vous rendez compte que vous avez activé une blessure, eh bien, pendant 3, 4 jours, 5 jours, vous faites tous les jours, ça dure pas longtemps, je crois que c'est 15 minutes, quelque chose comme ça, tapoter en EFT. Et donc, dans la vidéo, je vous explique tout et vous pouvez même utiliser les huiles essentielles pour justement, j'utilise le kit yoga de doTERRA où je mets
une huile qui rectifie, c'est une synergie pour rectifier l'aliment. Donc, je mets l'huile d'ancrage, c'est encore au niveau du point du rein sous la plante du pied. Puis, aligne, donc qui est celle pour rétablir le deuxième niveau, je le mets au niveau du chakra du cœur. Et la troisième, Arise, je la mets en fait au niveau du chakra de la couronne. Mais vous pouvez très bien faire le tapping sans utiliser les huiles essentielles. Et donc, ce tapping qui peut aller pour toutes les blessures. J'explique dans la vidéo que vous remplacez à un certain moment, il y a un blanc et vous mettez la blessure que vous avez activée au moment T. Voilà. Vous voyez que cette information que je viens de vous donner aujourd'hui, elle fait partie d'un atelier qui s'appelle l'atelier de morpho-relooking. Donc, il y a un atelier que je vais donner prochainement, qui va être 2 samedis, le 8 et le 15 octobre, qui va se donner en présentiel au centre Archizen à Bernissa, donc qui est juste sur la frontière entre la France et la Belgique. Je choisis toujours des lieux où on peut aussi bien accéder de la France que la Belgique, toujours proche de l'autoroute, proche d'une gare, avec toutes les facilités de parking. Et donc, dans ces 2 jours, on ne parle pas que du nombre d'heures. Hein. Dans ces 2 jours, on va en fait apprendre à découvrir qui on est exactement, la vraie personne que nous sommes et la véritable valeur que nous avons. Donc, ça va nous apprendre à nous apprécier, à nous permettre d'être crédibles aussi et reconnus à notre juste valeur. Parce que quand on ne prend pas sa place, les autres ne nous reconnaissent pas à notre juste place. Ça permet aussi, cet atelier, de découvrir notre véritable image, de révéler notre beauté intérieure à l'extérieur et de permettre de se trouver attirante. Attirante, c'est toujours dans le bon sens du terme, parce que malheureusement, il y a des mots qui ont parfois, à notre époque, une connotation péjorative, alors qu'être attirante, c'est normal. Être rayonnante et bien dans sa peau et d'être respectée. Donc, dans cet atelier, c'est un atelier qui est assez long, 2 jours, donc on travaille sur beaucoup de points. Donc, le premier jour, le premier samedi, on va d'abord apprendre à découvrir notre nature profonde. Parce que comme nous sommes tous différents, nous fonctionnons tous différemment. Donc, on ne va pas utiliser un uniforme. En fait, c'est ce qui se passe à notre époque. La mode, c'est se mettre sous un uniforme. Et donc, quand vous comprenez que les vêtements, les couleurs, les styles nous influencent, ça veut dire qu'indirectement, quand on suit à la lettre, je veux pas dire qu'il faut être complètement démodé, mais quand on suit à la lettre une mode, ça veut dire qu'on adopte un uniforme et qu'on est en fait un peu manipulé. Alors, on va réapprendre aussi à équilibrer en fait ces fameux 3 niveaux vibratoires dans le corps. Eh bien, il va falloir rétablir cet équilibre pour que l'énergie circule correctement. On va repérer l'influence de nos vêtements, donc au niveau physique, mais nos vêtements n'agissent pas qu'au niveau physique, ils agissent aussi au niveau émotionnel et au niveau énergétique. On va découvrir l'influence des 5 éléments dans les matières que l'on porte. On va rétablir bien sûr le nombre d'or dans notre corps. Le deuxième samedi, en fait, là, on va vraiment décrypter notre morpho-silhouette. On va également apprendre à communiquer clairement avec les vêtements, les couleurs, les imprimés aussi que l'on porte ont une signification. C'est que malheureusement, il y a des thérapeutes très compétents, mais qui ne sont pas crédibles tout simplement parce qu'ils s'habillent d'une certaine façon. Et que, entre guillemets, encore une fois, malheureusement, si nous sommes incarnés dans un monde matériel, nous sommes des êtres de lumière qui se sont incarnés dans un monde matériel pour y faire des expériences, eh bien, ce qui prime d'abord à nos yeux,
c'est ce qu'on voit d'abord de la personne. Et qu'est-ce qu'on voit quand on entre en contact pour la première fois avec une personne? C'est la façon dont elle est habillée. Et de la façon dont elle est habillée, on se fait une opinion de qui elle est, suivant bien sûr ce qu'on a vécu, en fait, suivant notre éducation, suivant notre croyance. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais nous établissons comme ça des règles en nous. Et que parfois, certains thérapeutes ne semblent pas crédibles, alors qu'ils sont tout à fait compétents, tout simplement parce que leur physique n'est pas en adéquation avec leur émotionnel, leur mental et tout ce qui est corps énergétique. Alors, on va apprendre aussi à rétablir l'harmonie, comme je vous l'ai dit, dans notre visage, puisque notre visage aussi est un rectangle d'or. On va apprendre à élaborer notre parfum d'harmonie, parce que suivant qui nous sommes, ce qu'on aura découvert le premier samedi, eh bien, le parfum, il y a aussi, vous pouvez remarquer qu'il y a des parfums parfois qui ne sont pas en adéquation avec la personne, ou alors des personnes qui ont des parfums justement qui sont très prenants, tout simplement parce que elles ne prennent pas leur véritable place et donc elles compensent justement soit par leur habillement, soit aussi par le parfum qui les embaume. Et puis, on va aussi traduire les messages que vous envoyez au travers de vos accessoires. Donc, tout ce qui est bijoux, sacs, chaussures et j'en passe. Si vous participez à cet atelier de 2 jours, eh bien, en bonus, vous avez à la suite de cet atelier, quand vous souhaitez, un coaching individuel en live avec moi. Vous recevez les informations pendant 2 week-ends, mais après, vous rentrez chez vous et bien souvent, on est un peu perdu. Et donc, il faut le temps de mettre en place. Et c'est pour ça que j'ai mis en place ce coaching. Alors, je dis 30 minutes, bien souvent, c'est plus long. Hein, je ne minute pas. Et donc, vous pouvez, à ce moment-là, prendre contact avec moi et puis on en discute. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, j'ai parlé que ça se faisait, en fait, je ne pense pas que je vous l'ai dit, ça se faisait en présentiel, mais ça se fait également, en fait, en live. Donc, ça peut se faire à distance. Les ateliers sont aussi enregistrés. Donc, si ces 2 jours-là, vous n'êtes pas libre, vous pouvez très bien les suivre en replay. Et l'avantage, c'est que vous avez un coaching. Donc, tout ce qui n'aura pas été compris puisque c'est enregistré, eh bien, vous pouvez revenir vers moi et à ce moment-là, on a cet entretien individuel. Ce que je voulais vous rappeler avant de répondre aux questions Feng Shui, c'est que la formation professionnelle de praticien Feng Shui reprend en fait avec ce premier atelier. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous le dire, trop peu de personnes dans leur vie professionnelle sont souvent crédibles par leur habillement, que je trouve que si on débute une formation de praticien en Feng Shui, il est indispensable aussi d'avoir les connaissances en morpho-relooking. Bien sûr, si vous décidez de suivre la formation professionnelle, il n'y a jamais d'obligation de suivre tous les ateliers qui se suivent. Vous pouvez étaler la formation sur 2-3 ans. Si vous dites, ben moi, je veux pas faire le morpho-relooking maintenant, mais je veux plutôt faire que la partie Feng Shui, eh bien, par après, l'année suivante, vous pouvez suivre les autres ateliers. Et donc, cette formation, elle n'est jamais payable dans sa totalité. Parce que moi, j'estime que quand on débute quelque chose, peut-être que ça nous convient, peut-être qu'on aura besoin d'un break, peut-être que ça ne nous convient pas et que j'ai pas le droit d'obliger les personnes à payer la formation dans sa totalité, que chacun est libre, il suit un atelier, ça lui convient, il continue, ça ne lui convient pas, il arrête. Mon principe, en fait, pour suivre une formation, il faut pas se sentir tenu et il faut pas que ce soit une obligation, il faut faire ça par amour de ce qu'on fait. Donc, je vais répondre maintenant aux questions Feng Shui
que l'on m'a posées. Donc, c'est toujours volontiers que je réponds à vos questions. Vous pouvez me les envoyer quelques jours avant la masterclass et j'y réponds. Comme ça profite à tout le monde. J'insiste que ici, je fais un peu, entre guillemets, du clé sur porte, que je connais pas le vécu des personnes et donc que je réponds aux questions dans leur globalité. Bien sûr, si c'était lors d'une expertise ou d'une analyse de maison, j'irais beaucoup plus loin. Alors, la première question, c'était à propos des miroirs. Peut-il y en avoir trop dans une maison? Eh bien, le miroir, c'est une énergie yang. Donc, c'est une énergie assez puissante. Donc, il peut y en avoir beaucoup dans une maison et donc, c'est quelque chose qui va relancer l'énergie, qui va accélérer l'énergie. Alors, en avoir trop ou pas assez, tout dépend de la maison, de voir comment l'énergie circule et arrive à la porte d'entrée, quel type de maison c'est, qui y vit, quel est le style de maison? Est-ce que c'est une maison qui est plutôt dans l'ancrage? Est-ce que c'est plutôt une maison qui est au niveau ciel? Donc, tout ça peut dépendre. Mais oui, effectivement, dans certaines maisons qui sont déjà hyper yang, trop de miroirs, ça va seulement accélérer l'énergie. Et donc, quand il y a trop d'énergie qui circule, en excès, ça peut provoquer, par exemple, des conflits parce que on est sous stress et on va peut-être dire des choses qu'on n'avait pas envie de dire, ou bien ça peut, au niveau santé, agir sur la tension, ça peut agir sur la nervosité. Et puis, on verra que dans des maisons hyper yang, parfois, il peut y avoir aussi des problèmes électriques, des hausses de tension. Alors, peut-on y remédier autrement qu'en décrochant les miroirs? Alors, peut-être en recouvrant les miroirs, c'est déjà arrivé, par exemple, dans une chambre où il n'est pas conseillé de mettre des miroirs, eh bien, de proposer à la personne qui avait, par exemple, une garde-robe avec des miroirs qu'elle ne peut pas déplacer, de mettre, par exemple, un autocollant translucide qui va déjà atténuer, par exemple, l'effet du miroir. Mais c'est une question aussi d'esthétique, si ça plaît ou si ça ne plaît pas. Alors, j'ai ici, je peux vous le mettre de nouveau dans le chat, il y a un article qui parle en fait des miroirs. Donc, vous pouvez aller le consulter où j'explique un peu que les miroirs ont du bon aussi puisqu'ils permettent de relancer l'énergie dans certains endroits où il y a des chats stagnants. Alors, le miroir, donc comme je vous ai dit, c'est une énergie yang, mais il correspond aussi à l'élément métal. Donc, et là, ça va déjà répondre un peu à la deuxième question que la personne m'a posée à propos des éléments. Donc, vous savez qu'il y a 5 éléments. En feng shui de la nouvelle conscience, on préconise l'équilibre en fait entre les éléments, parce qu'un excès d'un élément ça provoque quelque chose et le manque d'un élément ça provoque autre chose. Donc le métal, je ne vais pas dire que c'est un élément qui est bon ou mauvais, comme je vous ai dit, tout est question d'équilibre. Le métal, il renforce le sens de l'organisation, il renforce la précision aussi, il aide à avoir de la structure. Donc, quelqu'un qui n'est pas structuré, bien souvent, je remarque, moi, j'avais le cas de ma maman, je parle beaucoup de ma famille aujourd'hui, donc de ma maman, qui était quelqu'un pas très structuré, chez elle, il y avait un manque d'éléments métal. Moi, je vais dire, le métal, ça renforce aussi l'autorité. Et puis, le métal, ça développe aussi l'intellect. L'excès de métal, de l'élément métal, ça amène la fermeture émotionnelle, donc on se coupe du cœur, hein? Donc ça amène de la rigueur, ça peut être pris dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Ça fait aussi que trop de métal, on n'agit que par le mental, donc les règles sont les règles, comme je disais, hein, vous allez chez votre contrôleur des impôts ou en contribution en Belgique, vous allez lui demander un délai pour
pour un délai de paiement, il est dans un intérieur avec des meubles en métal, avec des murs blancs, et donc il dit non, c'est comme ça, il n'a pas de sentiment, hein. Vous dites moi j'ai faim, je ne sais plus me nourrir, est-ce que je peux avoir un délai? Lui, non, il est coupé du cœur, enfin certains, hein, je vais dans l'exagération, il dit non, vous devez payer, c'est ainsi et c'est comme ça. Vous voyez? Donc voilà l'excès d'éléments métal, ce que ça peut provoquer. Donc, ça rend incisif avec des points d'agressivité. Ça peut amener dans l'excès un manque de sociabilité, un besoin de tout contrôler. Donc, il est intéressant de voir que quand on active peut-être la blessure de trahison et la cuirasse du contrôlant, si justement on n'a pas tendance. Moi, j'ai remarqué peut-être à acheter, par exemple, je ne dis pas on ne change pas tous les meubles toutes les semaines, mais par exemple à racheter de nouvelles symboliques qui seraient peut-être en métal ou blanches. Et puis l'excès de métal, ça amène aussi à de la rigidité. Donc c'est aussi l'activation en fait de la blessure d'injustice. Et puis le manque de métal, comme je vous disais, ben, ça provoque un manque de structure. C'est aussi des maisons en général où il y a beaucoup de désordre. C'est souvent, il manque souvent de l'élément métal. Alors, la deuxième question, eh bien là, c'est à propos de l'élément bois. Peut-il y en avoir trop dans une maison? Comme je vous disais, tout est une question d'équilibre. Donc, l'idéal, c'est d'avoir les 5 éléments représentés. Donc, si oui, quelles conséquences ça peut avoir et peut-on y remédier? Donc, le bois, c'est un élément qui est équilibré. Donc, c'est un élément qui dynamise, qui apporte de l'optimisme et de l'harmonie. Je vais dire que dans l'ensemble, l'élément bois, même s'il n'y en a pas de moins mauvais et de meilleur, c'est celui qui en excès serait moins excessif que les autres. Donc, il apporte de l'optimisme, de l'harmonie, il stimule les projets. Alors, attention, c'est que le bois foncé, ça ne va plus correspondre à l'élément bois, mais plutôt à l'élément terre. Donc, si vous avez des meubles en style ethnique, par exemple, ou en chêne foncé, on ne peut pas considérer que ça correspond à l'élément bois, mais plutôt à l'élément terre. Alors, ce qui correspond à l'élément bois, c'est la couleur verte, le chiffre 3, l'orientation sud-est, la forme rectangulaire, mais le rectangle plutôt dans la hauteur, dans la verticalité. Donc, les formes hautes et étroites. Le bois clair, les plantes vertes, les fleurs, les branchages, mais attention, une fois que les branchages ont un aspect vieilli, desséché, donc là, on est dans une symbolique de mort. Hein. L'osier, le coco, ça correspond également à l'élément bois. Alors, l'excès de bois, ça amène trop d'énergie, de l'instabilité et de la déconnexion. Et le manque de bois, ça provoque un manque d'équilibre. La deuxième question, faut-il voir pièce par pièce ou dans la maison dans son ensemble? Donc, comme je disais, l'équilibre des 5 éléments, c'est dans la maison dans son ensemble, mais aussi dans chaque pièce. Donc, quand on fait une analyse de maison, on ne s'occupe pas non plus uniquement de la maison. On s'occupe de l'environnement. Alors, bien sûr, donc l'environnement, ce sont les cercles concentriques d'influence. Plus c'est proche de nous, plus ça nous influence. Plus c'est loin de nous, moins ça nous influence. Donc, si on a la chance d'habiter une maison avec un jardin, eh bien, on peut agir sur cet environnement. Dans la rue, c'est déjà plus dur d'agir sur l'environnement. Donc, pour l'analyse d'une maison, on va travailler sur l'équilibre des 5 éléments dans l'environnement. Donc, ça va être souvent dans le jardin, dans la maison dans sa globalité, et puis dans l'analyse de chaque pièce en particulier. Voilà, donc j'ai été un petit peu plus long qu'aujourd'hui, 1h30 plutôt qu'1 heure.
J'ai fait de mon mieux, comme il y avait des questions, que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Pensez, comme je vous le disais en début de masterclass, à aller mettre un petit pouce sur ma chaîne YouTube ou à vous abonner, comme ça vous êtes prévenus quand il y a des nouvelles vidéos, à aimer ma page, à mettre peut-être des petits commentaires aussi sur ma page Facebook ou votre avis sur Google. Hein, ça me ferait bien plaisir. Et puis, je voulais vous annoncer quelque chose parce que je suis quand même un peu toujours pressée. Et je suis en train de préparer, mais les bracelets sont faits, mais c'est pas encore sur le site. Je dois parce que bon, ben, des bracelets avec des minéraux, on en trouve partout. Moi, j'avais créé le bracelet à message parce que je trouve que c'est bien. Il y a un petit message qui est inséré, qui est vissé dans le bracelet. Et donc, en fait, c'est un peu comme la bougie, les bougies Feng Shui. Eh bien, les bracelets à message, ben en fait, il y a tout un protocole à faire. Et on est dans un monde de vitesse où les personnes ont plus beaucoup le temps, et je comprends. Moi, j'ai plus de temps parce que j'ai plus de petits-enfants, mais quand on a toute une famille à gérer, des enfants, c'est pas toujours évident, et qu'en plus on travaille. Bon, donc, donc je me suis dit, il y a bien sûr 5 jours, il faut s'investir quand même pendant 5 jours, au moins 1 heure. Tandis qu'ici, en fait, j'ai créé des bracelets où il n'y a qu'un seul tapping EFT. Donc, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Donc, c'est comme je vous disais tantôt, le bracelet, il apporte l'information, c'est bien. Mais si le blocage est trop puissant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on dit ça fonctionne pas. C'est parce que justement, il faut vraiment aller débloquer l'énergie. Donc, avec ces bracelets, eh bien, ce sont des bracelets Feng Shui d'amour. Donc, ils ont une petite breloque, en fait, que vous voyez peut-être ici, on la voit peut-être pas encore très bien. C'est la breloque du double bonheur, qui est utilisée en fait par les Chinois. Je vais faire un article et une vidéo là-dessus, donc je dois encore la préparer, et où je vous parlerai de ce double bonheur, donc qui est principalement utilisé dans la recherche de la relation amoureuse. Donc, si on est à la recherche de son âme sœur ou quand on est en couple pour justement réharmoniser son couple. Donc, comme dans son couple ou lorsqu'on est à la recherche, on vit différentes étapes, j'ai fabriqué 6 bracelets avec, donc je les ai énergétisés, je les ai fait pas en regardant, en lisant les propriétés des pierres, mais justement avec l'étape, par exemple, attraction, j'ai canalisé en fait pierre et donc j'ai fait les bracelets et on est toujours étonné quand on va voir après les propriétés physiques des bracelets que l'on a fait comme ça par canalisation, comme il y a beaucoup de choses qui donnent des informations. Donc j'ai fait 6 bracelets, un qui est attraction, confiance, engagement, lune de miel, nouveau départ et retrouvailles. Donc, tous ces bracelets, ils ont la breloque du double bonheur et puis ils ont les pierres qui sont énergétisées pour un moment de sa vie amoureuse, soit dans la recherche d'un compagnon ou quand la relation est déjà établie. Et puis, l'autre petite breloque que vous voyez, et donc ça indique que ce sont mes bracelets Feng Shui que j'ai fabriqués avec le logo, parce que vous le voyez certainement souvent, je vais aller là, vous voyez, ça c'est mon logo. C'est un logo qui a été fait suivant le nombre d'or, en fait. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations dans ce logo. Donc, il a beaucoup de puissance. Il a déjà beaucoup d'ancrage. Hein. Il représente le 8 de l'infini. Hein. Et il est tourné aussi, donc il est aligné et il regarde vers le ciel. Et si vous lui faites faire 45 degrés vers la droite, en fait, il a une flèche qui va vers le futur. Donc, c'est une symbolique très forte pour moi. Et donc, c'est pour ça qu'il est toujours ajouté à mes bracelets. Et donc, ces bracelets, ils seront vendus vraiment à un tout petit prix parce que je veux vraiment aider les personnes, surtout qu'on est dans une période qui est pas très facile. C'est 19 € avec le tapping EFT. Donc,
d'ici quelques jours, allez, 8, 10 jours, ben, ils seront sur mon site. Comme ça, vous êtes les premiers informés, mais il faut que je prépare l'article sur la signification du symbole du double bonheur. Parce que je ne suis pas pour les symboliques chinoises, mais celle-là vraiment, elle a une symbolique puissante et elle convient aussi à la mentalité en fait d'un Européen. Voilà, puis vous savez que la deuxième édition de mon livre sur la purification est maintenant en vente sur Amazon. Alors ici, vous avez en fait le kit yoga dont je vous avais parlé pour les 3 synergies pour se réaligner. Donc, si vous êtes intéressé de les avoir au prix de gros, vous pouvez toujours me contacter. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michèle. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt.